Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Heureux au travail et dans ce tout premier épisode de la saison 2. Oui, parce qu'on avait arrêté pendant quelques mois parce que il m'arrive toujours plein de choses dans la vie et là j'avais fait une petite pause, mais là on reprend pour cette année. Et c'est avec un grand plaisir et une certaine émotion, c'est faux, je suis émue, que j'ouvre cette nouvelle saison avec Aurélie. Ça va bien se passer. Bon, Aurélie, la première fois que je t'ai vue, c'était il y a 6 ans. Voilà pourquoi il y a un peu d'émotion dans ma voix. Je galérais à trouver un mode de garde pour ma seconde fille, Ayana, je ne sais pas si tu te rappelles. Et c'est dans ce petit village mignon près de Nîmes que je suis tombée sur cette petite crèche toute sympa, dans une petite ruelle et tout. Et tu me reçois dans ton bureau. Et tu me dis, il y aura peut-être une place. Et donc forcément, moi, ravie avec mon mari, le Graal, la place soulagée, la place en crèche. Alors, soulagée et rassurée parce que je te le dis aujourd'hui, mais je t'ai trouvé d'une grande douceur et en même temps d'un grand sérieux. Et j'étais hyper en confiance. Et ça, franchement... mes proches savent que c'est pas gagné. Je ne laisse jamais mes enfants à des inconnus, même encore aujourd'hui. La prunelle de nos yeux. Voilà, c'est toute ma vie. Mais voilà, j'ai laissé mes enfants, j'étais hyper en confiance. Et malheureusement, j'ai déménagé. Voilà, ça c'est une maladie que j'ai. J'arrive à pas mal déménager dans ma vie. Et donc on a dû changer de crèche et à mon grand regret. Mais en tout cas, c'était un super endroit pour les enfants. Donc maintenant, vous savez pourquoi il y a un peu d'émotion dans ma voix. Et il faut que vous sachiez qu'il y a quelques semaines seulement, c'était il n'y a pas longtemps, je te croise par hasard dans le village. Et là, tu me souris. Je crois que je ne t'avais même pas reconnue en plus au début. Et tu me dis, mais je suis Aurélie, l'ancienne directrice de crèche et tout. On discute. J'ai reconnu les filles en T'as premier. reconnu mes filles, t'as reconnu les filles. Elles ont oublié forcément, Oui, c'était il y a 6 ans. un peu normal, forcément, mais pourtant... Voilà, donc là, on discute et tu me dis que tu travailles plus à la crèche. C'est ça. Alors là, moi ça m'intéresse, tu sais que la reconversion c'est un peu mon domaine. Oui. Et tu me dis que tu t'es reconvertie. Exactement. Alors voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Comment dans un parcours on peut décider de passer de la crèche, de directrice de crèche, tu étais directrice de la crèche, à une voie qui est complètement différente. Et tu me dis d'ailleurs que tu es graphothérapeute. Alors là, pour moi, mystère. C'était du chinois. Alors déjà, voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé? Comment dans ton parcours on peut changer de voie comme ça, brutalement ou pas? Parce que bon, il y a des années qui se sont passées entre les deux. Oui, pas vraiment brutalement en fait. C'est une réflexion, c'est un cheminement, je pense, une réflexion qui a fait son chemin, voilà, petit à petit, parce que il y a eu un moment où je ne m'y retrouvais plus dans la petite enfance. J'avais toujours à cœur de bien faire les choses, mais j'étais aussi frustrée de ne pas arriver à les faire. Et quand même, je voulais continuer quelque chose qui est sûrement de ma fibre, d'accompagner les enfants, d'accompagner des familles aussi. Et voilà, il y avait un peu tout ça qui était en balance, je dirais. Mais la petite enfance, c'était un choix pour toi au départ? Oui, oui. Et moi, exactement, mon diplôme de départ, je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord, donc c'était vraiment un choix. Travailleur social, mais dans la petite enfance. D'accord. Voilà, c'était vraiment un choix au départ, une vraie vocation. Oui. Ouais, c'était une vraie vocation. Voilà. Ok, tu n'as pas forcé. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, dans mon premier poste, en fait, mon tout premier poste, c'était déjà un poste de directrice de crèche. D'accord. Bon, après, je me suis dit qu'il fallait que je me calme un petit peu, que je revoie mes ambitions, que j'aille me coltiner un peu au terrain avant de revenir sur un poste de direction juste quelques années plus tard.
Mais en attendant, j'ai toujours eu des postes à responsabilité. Donc du coup, combien de temps tu es restée dans ce domaine-là de la petite enfance? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Oui, avec majoritairement, mais grande majorité, des postes de direction ou de sous-direction. D'accord, ok. Mais ça t'a plu? Tu as passé des années... Absolument. Voilà, ouais. Ah oui, très épanouissant. Ah oui, oui. Très gratifiant. métier, voilà, quand même. Tu fais grandir oui. les enfants. Enfin, moi, c'est oui. ce que nous, on pense en tant que parents. Enfin, on vous laisse nos enfants toute la journée, finalement. Ils passent plus de temps avec vous qu'avec nous, au final. Oui, donc c'est hyper oui, important. Et puis il y avait ce versant pédagogique qui m'intéressait beaucoup puisque j'ai continué à me former pendant ma carrière. J'ai passé par exemple le cycle 1 Montessori, donc 0-3 ans. J'ai continué sur des formations Faber et Maslich par exemple qui sont voilà, dans mon domaine, peut-être ça parle un petit peu plus. C'est comme une boîte à outils finalement pour réussir à sortir, faire un pas de côté des situations éducatives au quotidien qui peuvent s'enquister, par exemple, et de voir les choses autrement, tout simplement. Okay. De ne pas rentrer dans des situations où on va avoir un rapport aux enfants qui serait pas forcément bienveillant. Donc c'est vraiment, on met le doigt là-dessus parce que moi j'ai toujours été par contre dans cette communication positive, cette éducation bienveillante. Alors ça c'est quelque chose qui m'a toujours porté, qui a toujours porté tous mes projets en crèche. Ouais, et ça se ressentait. Former les équipes là-dessus, oui. Ouais. Ça c'est très important pour moi, oui. Il y avait vraiment, je trouve qu'il y a dans cette équipe, il y avait vraiment de la douceur, de la bienveillance. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et pourtant, les enfants nous poussent à bout parfois. Mais vraiment, moi, c'est ce qui m'avait marqué. Et du coup, tu disais, ce changement, ça a été progressif, ce changement de vouloir changer de vie professionnelle comme ça s'est pas passé du jour au lendemain. Voilà, ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain. Pour moi, c'est une réflexion qui s'est faite petit à petit. Voilà, de me dire à un moment, est-ce que c'est pour cela que j'ai fait ce choix initial? Bien sûr, alors, je suis d'accord, on ne peut pas peut-être faire durant toute sa carrière le même métier. On chemine, on évolue, on grandit. Mais il y a eu un moment où je me suis dit ça ne ressemble plus à mon ambition de départ, à ma vocation plutôt de départ. C'était pas ça que je voulais faire. Donc ce moment où il a fallu se poser, s'arrêter et se dire est-ce que je veux continuer. Mais du coup, tu as réalisé au bout de 15 ans, c'est ça, que c'était pas vraiment au final ce que tu voulais faire alors que tu pensais que tu étais dans ta vocation? Alors, je me suis grandement épanouie pendant des années, mais il y a eu aussi un moment, sur les derniers mois, la dernière année, où vraiment ça ne ressemblait plus au projet initial que j'avais. Ouais, donc il y a quand même eu une perte de sens. Ouais, il y a eu une perte de sens qui quand même a été facilitée sur les derniers mois par peut-être des événements, un changement, même si ça faisait plusieurs mois peut-être que tu te posais la question, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, quelque chose un événement qui s'est passé où tu t'es dit non là vraiment ça y est, vraiment je prends ma décision, je change? Pas vraiment un événement, mais il y avait toujours cette partie pédagogie auprès des enfants, soutien, accompagnement des familles qui me convenait. Par contre, une grande partie aussi dans les ressources humaines, management. Et là, il y a eu ce moment où je me suis retrouvée frustrée. Parce qu'on a toujours dit de moi que j'avais les capacités de leader, que j'ai toujours fait partie d'une vie associative, je suis l'aînée dans ma famille. Il y a toujours quelque chose comme ça en moi. Et puis, des anciennes collègues, par exemple, qui vont dire de moi que je les ai aussi amenés à voir les choses autrement, à se former, à changer de perspective sur la petite enfance. Mais les derniers mois, je pense que j'étais frustrée. En fait, j'étais frustrée de ne plus arriver à fédérer. C'était plus le côté management, du coup, qui était compliqué. Oui. C'était pas vraiment la petite enfance en soi. Non. Ouais, le management, c'est pas évident, on est d'accord. Oui. D'être pris comme ça. Tu es pris dans un étau, entre la direction
Et les subordonnés, je l'ai connu, donc je comprends tout à fait. Tu un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Oui. Tu as envie de faire en sorte que tes subordonnés soient bien, mais en même temps, tu as la pression de la hiérarchie qui te pousse en général plutôt sur des chiffres. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon cas. C'est ça, exactement. Et ben, ça a été une période où il y a eu beaucoup de doutes en moi. Une grande perte de confiance aussi liée à cela. Et c'est ce cheminement, justement, qui m'a fait me dire stop. Ça ne me correspond plus. Ouais, d'accord. Ok. Et en plus, on a discuté en off, du coup, on a pas mal échangé. Tu m'as dit être, en plus, moi je ne savais pas, maman solo. Oui. Et je t'avoue que ça m'a vraiment marqué, ça m'a touchée. Je me suis dit, mais changer complètement de voix comme ça, en plus en étant maman solo, ça demande un certain courage, franchement. Financièrement, en termes de sécurité aussi, de confiance en l'avenir. Comment toi, quel regard tu as là-dessus maintenant avec, ça a été mon premier frein. De me dire que là, j'étais sans filet. Ouais, c'est ça. Ça a été mon premier frein. Vraiment, c'était le frein le plus difficile à faire sauter de toute façon. Vraiment. Et comment tu as fait du coup pour sauter ce frein? Comment on fait pour se dire non, j'ai vraiment, je ne veux pas me mettre dans la panade et un jour se dire je vais y aller. Je crois sincèrement que l'envie de créer quelque chose et de me réinventer a été plus forte. Il y a eu ce moment où, même pour trouver un équilibre personnel, familial, autre que financier bien entendu, mais pour trouver un bien-être, une qualité de vie aussi avec mes enfants, autre, ça m'a poussée, oui. Ouais. Ça m'a motivée. Ouais. Bah ouais, parce que je suppose que du coup, tu devais pas être bien sur les derniers mois. Alors, coup, ça a un impact être sur la réveillé à famille. 6h du matin, ouvrir son ordinateur à 6h du matin, répondre à des SMS parce qu'il y a une absente, gérer pendant des dimanches des plannings alors que mes enfants sont en train de faire du trampoline et qui n'ont qu'une envie, c'est de me montrer ce qu'ils sont en train de faire comme figure. Oui. Ouais. Ça a été impactant aussi à un moment donné dans ma vie familiale. La masse de travail, les responsabilités, pas de vie perso, peu de vie perso. Oui. Et oui, puisque forcément, même si on essaie de se dire, bon bah là je fais une coupure, là je suis dédiée à mes enfants, il y a toujours quelque chose qui est en suspension. Voilà, c'est ça. On a toujours un peu l'esprit ailleurs, oui. Oui. Bon, en tout cas, bravo, franchement. Merci. Voilà, ça demande énormément de courage et je suis sûre que ça peut inspirer plein de personnes qui seraient dans cette situation. J'en ai rencontré quelques-unes de personnes aussi qui étaient dans cette situation à un moment de vouloir changer de vie professionnelle. On est quand même quelques-uns. Ouais. À un moment donné, il y a. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'à chaque fois, il y a eu quand même un événement qui fait que la personne elle est au bout du bout et qu'elle se dit moi d'abord, ma vie d'abord, mes enfants d'abord. Oui. J'ai le sentiment, moi, à force d'avoir accompagné plein de personnes, et moi-même pour l'avoir vécu, que tant que t'es pas arrivé au bout d'un mur, au bout d'une situation personnelle souvent difficile, c'est difficile de sauter le pas. C'est ça, c'est tant qu'on a la tête dans le guidon, on ne réalise pas bien. Et souvent, il faut un événement, une rencontre aussi, pour prendre les choses en main, oui. Peut-être d'abord, pour faire un arrêt sur l'image, puis prendre les choses en main, oui. Et du coup, là, tu es à ton compte. Tu es passé t'étais salarié. C'est ça, toute ma vie. Ouais, toute ta vie. Et là, tu as fait le gros saut dans le vide. C'est ça. Et du coup, c'est un peu l'occasion aussi de rappeler aux personnes qui créent des entreprises ou qui passent comme toi du salariat à l'entrepreneuriat que moi j'ai envie aussi de faire passer ce message-là, que c'est normal qu'au début ce soit un peu compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec ça sur le fait qu'il ne faut pas croire que ça y est, je suis à mon compte, je vais pouvoir aller faire un peu du shopping dans la journée et puis qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là
Mais non, il faut tout gérer. En fait, là, on n'a plus une équipe effectivement autour qui pourrait nous permettre de déléguer, de nous apporter des choses, d'avoir d'autres points de vue, de switcher sur des idées. Là, il faut tout gérer, il faut être compétent dans tous les domaines en plus. Notamment pour moi, puisque je démarre sur un nouveau métier. Donc, il faut aussi que je continue à me former et à m'informer. Oui, c'est tout d'un coup un changement de vie. Là, ça déborde, hein, on compte plus ses heures, mais au moins on sait pourquoi on le fait. Ouais. Et du coup, tu as plus d'énergie à le faire, plus de motivation. Est-ce que Mais tu as alors, plus de joie de vivre parce que finalement, en termes de temps de travail, j'ai envie de dire, est-ce que tu travailles plus ou tu travailles peut-être autant qu'avant? Oh, je dois travailler un peu plus même. Un peu plus? Oui. Mais tu n'es plus Je du tout pense dans que... le même... Mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire que depuis que j'ai fait cette reconversion, j'ai le cerveau en ébullition. Tout le temps. Cette envie de création. Voilà, c'est toujours une idée. On va quelque part. Ah tiens, ça me fait penser que ben peut-être ça pourrait me servir au cabinet. Ah tiens, je pourrais faire ça aussi. Le cerveau en ébullition, mais c'est porteur. C'est hyper dynamisant. Ouais, ça te donne de l'énergie. Oui, c'est pas du tout le même surinvestissement que dans un métier où tu es au bout du bout. Oui. Tu vois pas de sens. En fait, là, tu vois un sens, c'est ça. Exactement. Ouais. Oui. C'est pas tant le fait de le faire pour soi, c'est le fait aussi d'avoir changé de métier, de se réinventer au quotidien professionnellement. C'est très dynamisant, je trouve. Ouais, d'avoir appris des nouvelles. Oui, voilà, exactement. Ouais. D'avoir appris des nouvelles choses aussi. Ouais, je pense que j'ai cette curiosité intellectuelle et ça la rassasie un petit peu là, cette curiosité intellectuelle. Donc c'est pour ça, je pense. Ok. Et du coup, je suppose que financièrement, même, ça doit être plus compliqué. Parce que j'ai envie quand même qu'on soit honnête avec les gens qui ont envie de faire une reconversion, qui passent de salarié à leur compte. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui ont peur du coup de ce pas, que ce soit pour leur famille, pour elles, pour leurs finances? On y arrive. En fait, on y arrive. Donc effectivement, c'est insécurisant, ça c'est vrai. Mais je pense qu'on voit les choses autrement aussi. On trouve des solutions là où on n'en voyait pas avant. C'est ça aussi qui est important. Il y a quelque chose qui est porteur quand même à tous les niveaux. On n'arrive pas à sortir un salaire tout de suite, ça c'est sûr. Mais finalement, je sais pas, le puzzle il s'assemble aussi. Effectivement. Voilà, c'est ça. Ça s'aligne. Oui, ça s'aligne, c'est ça. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et du coup, j'ai envie de revenir à notre rencontre un peu sur le parking. C'était le parking en fait, qui est pas très loin d'ici. Devant l'école de musique. Devant l'école de musique, parce que bon, je prends des petits cours de musique, on va pas en parler là. C'est pas la peine. Et donc là, tu m'as dit, je suis graphothérapeute. Alors moi, clairement, chinois, quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi ce métier? Moi, je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais et à qui ça s'adresse en fait? Graphothérapeute. Mais moi j'adore que l'on me pose la question, justement. Je cool. remercie les gens chaque fois parce que voilà, ça me donne la possibilité aussi de parler de mon métier et de cette importance d'accompagner des enfants, des adolescents ou même des adultes qui auraient une difficulté au niveau de l'écriture. Donc puisque graphothérapeute, la définition, c'est vraiment rééducatrice du geste de l'écriture, vraiment de cette capacité à former des lettres, poser des mots, des lignes sur du papier, pour des personnes, donc enfants, adolescents et adultes, qui auraient une difficulté au niveau de la lisibilité. Un peu les médecins, quoi. On va pas les taquiner, mais bon, pharmaciens. Les pharmaciens, les médecins, n'est-ce pas? Voilà. Une lenteur à l'écriture, un problème de vitesse, donc une fatigabilité. De vitesse, ça veut aussi dire parfois une écriture trop rapide, impulsive. Une difficulté à être dans la double tâche, une incapacité même parfois à être dans la double tâche, c'est-à-dire à entendre un cours, une consigne, la comprendre, l'enregistrer et la retranscrire
Il y a un moment où il y a un décrochage D'accord. parfois. Voilà, c'est toutes ces difficultés à l'écriture, non-automatisation du ductus, du tracé des lettres, du sens de l'écriture, du tracé des lettres, par exemple, une incapacité à enchaîner les lettres entre elles. Ça peut aller du coup jusqu'à la dysgraphie, C'est quoi la dysgraphie? qui pour le coup touche pas mal de patients. Ouais. C'est vraiment ce... Alors, moi, j'ai pas le droit de poser de diagnostic, je ne suis pas du corps médical, je ne suis pas professionnelle du corps médical. Par contre, il y a une détection possible puisque j'utilise quand même 2 échelles d'occultation, Ajuria-Guerra et l'ADE pour ceux qui connaissent. C'est des échelles très précises où on cote en fait l'écriture sur un test qui s'appelle la dictée, la lettre à mon ami. On cote toutes les difficultés, toutes les... Tout ce qui n'est pas concordant, en tout cas, dans l'écriture, ça nous donne une note. Et en fonction, on peut situer si l'écriture se situe en zone de suspicion ou de dysgraphie. D'accord. Je dis bien l'écriture. Hein. D'accord. Si l'écriture se situe, c'est très important. Ce n'est pas la personne. Oui, qui se situe, mais l'écriture. Ouais, je comprends. Mais du coup, comment ça t'est venu cette idée de graphothérapeute? Parce que déjà, il faut connaître le métier et avoir envie de se lancer là-dedans. Donc, je suppose qu'il y a eu... Enfin, c'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, cette idée. Oui. Raconte. Alors, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je voulais quand même rester dans mon domaine de compétences et mon savoir-être. Donc, accompagner des enfants, peut-être d'une tranche d'âge différente, continuer à accompagner des familles. Ça, je savais qu'il y avait quelque chose de la fibre. Voilà. Donc, j'ai commencé à me renseigner, effectivement, sur des métiers autour. Je ne pouvais pas dénigrer ça, de toute manière, c'est en moi. Et à cette période-là, eh bien, j'ai fait un bilan de compétences. Mais bravo, très bien. Très bien. Porteur, ce bilan de compétences incroyable. Ouais. Du coup, voilà, des personnes, alors tout d'abord France Travail, hein, Oui, quand même, évidemment. il faut les citer. On les oublie parce pas. que sans eux, tu n'aurais pas eu de peut-être que ce connaissance. bilan de compétences, je ne l'aurais pas effectué, peut-être. Je vais citer leurs prénoms, donc Audrey, Allez. Elvia et Chantal. Merci. Merci beaucoup. Toute l'équipe de leur structure. Thomas aussi, bien sûr, que je n'oublie pas, qui ont été porteurs, qui ont été un tremplin pour moi, clairement, qui m'ont poussé dans mes retranchements, poussé à sortir de ma zone de confort. Voilà, ce moment vraiment où eux ont été là, ont été un soutien aussi pour moi. D'autres équipes, la BGE. Oui, c'est vrai. Vraiment. Pour les porteurs de projets dans exactement, d'entreprise. De gestion des entreprises. Ouais. Là aussi, une courte formation, mais alors très intéressante parce que moi, je ne me voyais pas non plus me lancer en tant qu'auto-entrepreneur sans avoir une formation. Moi, moi j'ai besoin quand même d'avoir de grimper sur des rails finalement, d'être drivé à ce moment-là. La DRH aussi, une structure qui m'a soutenue. À un moment où j'avais beaucoup de doutes. Ouais, et donc c'est dans le cadre du bilan de compétences que tu as découvert ce métier ou tu le connaissais déjà plus ou moins? Eh bien là, en fait, je vais nommer mon neveu, donc Liam, qui a été suivi par une graphothérapeute. D'accord. C'est du coup mon neveu, je voyais bien les difficultés qu'il avait, je voyais pas comment l'aider, je voyais comment l'aider en tant qu'enfant, mais pas sur cette spécificité de difficulté au niveau de l'écrit, dans l'écriture. Voilà, ça commence à faire germer une petite idée en moi. À l'issue du bilan de compétences, il y avait plusieurs métiers, 3 métiers en tout cas, parmi la centaine que peut-être à un moment donné, dont j'ai étudié l'éventualité, mais bon, il y en avait que c'était complètement délirant. Et dans ces trois métiers, il y en a un que j'ai éliminé parce que peut-être une formation qui m'amenait vers des matières qui n'étaient pas mes matières favorites en tout cas. Donc 2 métiers et il y avait le choix de la raison, le choix du cœur. On peut savoir quels étaient les métiers?
Moi, je sais, hein, mais peut-être pour ceux qui nous écoutent. C'est deux métiers à égalité, toujours dans le même, toujours un peu dans ce savoir-être hein, quand même. Le métier de conseiller en évolution professionnelle. Bienvenue. Si jamais tu changes d'avis, tu ouais. peux. Mais je le garde quand même dans ma tête. Voilà. Ouais, avec plaisir, en tout cas, si tu veux qu'on travaille ensemble. Je trouvais que c'était, voilà, ça me parlait aussi, il y avait quelque chose qui résonnait en moi, de me dire que j'étais toujours dans de l'accompagnement, dans de la formation, dans ces domaines-là en tout cas, auprès d'adultes. Oui, ça m'intéressait aussi de me dire, peut-être que je peux changer de public finalement. Donc ça, c'était le choix de la raison parce qu'il y avait cette stabilité peut-être financière à la clé. Et puis le choix du cœur. Voilà, graphothérapeute et où je me retrouvais aussi parce que je n'avais pas forcément envie de quitter le public, les enfants, les adolescents, ce public-là, mais autrement qu'en crèche. Là, je me suis dit que je pouvais être utile sur de l'accompagnement, du soutien, de la rééducation, de la remédiation, mais en individuel. Et là, c'est là que pour moi, ça a fait le plus écho, je pense. Ouais. Donc ce choix du cœur, même s'il y avait une prise de risque. Passer du collectif à l'individuel. Ouais, ça te permet peut-être d'être du coup plus sereine, de ne pas avoir ce côté management aussi, oui. qui était pour le coup un peu pesant sur la fin, je pense. C'est ça. Comme beaucoup de managers d'ailleurs. Ok, bah écoute, je comprends un peu mieux. Alors je vois qu'il y a plein de choses sur ton bureau, il y a plein de couleurs et tout, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi tous ces gadgets et comment tu travailles avec les enfants Alors, ce sont des outils que j'utilise au quotidien, puisque en premier lieu, en graphothérapie, on va souvent retravailler sur la dextérité digitale, la souplesse des doigts, la tonicité de la main. En premier lieu, avant de savoir tenir un stylo, il faut quand même avoir cette dextérité manuelle. Donc en premier, on va travailler là-dessus avant de dire on prend un stylo, on reprend le tracé des lettres. Ce qu'on fait en maternelle, parce que je vois mes filles, elles ont fait ça en moyenne section, je crois, au début avec ce que j'utilise des gymnastes, là, de GRS. J'en ai un. T'en as un. Oui, j'en ai un de ruban de GRS. Les petits, ils utilisent ça dans la cour, en moyenne section, je crois. C'est ça. Pour apprendre le geste, et puis il devient de plus en plus petit. Du coup, ça reprend un peu ce que font les maîtresses. Alors vraiment, on part sur des activités de grande amplitude jusqu'à des plus petites amplitudes. Donc on travaille cette dextérité manuelle donc avec de la manipulation beaucoup. On va montrer à la caméra. Oui, ça c'est ma dernière acquisition, c'est une bague. C'est une bague de massage. Quand les doigts ont bien travaillé, on a le droit. En fait, c'est tout ce qui est sensoriel. Ah mais ça j'adore. Alors ça ressemble sensoriel. Ça ressemble à une bague mais qui ça fait des petits picots. C'est intéressant parce que du coup, oui. Ouais, c'est vrai, ça masse. Je leur dis, vos petits doigts ont bien travaillé, donc maintenant ils ont mérité un petit massage. C'est génial, mais tu sais que moi qui ai une polyarthrite, tu vois, j'ai des phalanges un peu... C'est génial ça. Ça fait du bien, voilà, il ne s'agit pas de serrer, c'est juste un petit massage. Voilà, on fait coulisser, c'est tout doux, c'est très agréable. Super. Voilà, c'est un jeu en fait, voilà, mais ça c'est vraiment pour développer tout ce qui est agilité de la main et des doigts. Je vais montrer à la caméra. Voilà. Ça, c'est mon petit outil favori aussi parce qu'on fait chacun d'un côté et on fait la gym des doigts. D'accord. Donc, on fait la course. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de descendre donc les bulles du pop-up le plus rapidement possible. On fait la course, on fait la gym des doigts, on met ses doigts en mouvement, on met ses doigts en marche. Parce que c'est pareil, avant de tenir un stylo, avec des doigts tout raides, on ne peut pas y arriver. Du coup, j'y pense, ça s'adapte aussi aux enfants peut-être qui ont des problèmes physiques au niveau des mains. Par exemple, moi qui ai eu une polyarthrite à l'âge de 12 ans, je t'avoue que je ne sais pas si ça existe d'avoir une polyarthrite plus jeune.
c'est vrai que j'avais les doigts plutôt crispés. Et du coup, ça peut aider un graphothérapeute pour ces enfants-là qui ont des pathologies. Alors, moi, je sais ne pas. traite absolument pas autre chose que des problèmes, des De- difficultés d'écriture. D'accord. Voilà, je Mais qui sors pourraient pas de mon être domaine de induites quand compétence. même par Alors, changement. aujourd'hui, Mm. je rencontre quand même des patients qui ont des difficultés multiples. Mm. On parle de troubles du neurodéveloppement. D'accord. Donc, ok. bien souvent, pas toujours, mais ils ont d'autres déficiences associées, Ouais. comme la dyspraxie par exemple. Mm. Donc, dans ces cas-là, effectivement, je les suis, je les accompagne, je les accueille, Mm. mais uniquement dans le domaine de l'écriture. D'accord. Ok. Ça Voilà. marche. Mais en tout cas, c'était pas mal le massage là. Pour les gens qui ont Écoute, oui. comme moi, une polyarthrite, je pense que c'est bien, ça met sur tous les doigts, je valide. Et alors ça, c'est quoi ce Je te l'ai truc? fait essayer la dernière fois. Ouais, tu m'as montré, je trouve ça génial. Alors ça, c'est un outil qu'on utilise effectivement pendant le bilan de graphothérapie, le bilan graphomoteur plutôt. Et c'est pour tester tout ce qui est souplesse du poignet, ou plutôt la rigidité d'ailleurs du poignet, parce que souvent ils ont tendance à faire comme cela et ils n'y arrivent pas. La toupie, elle tourne pas, il n'y a pas Il n'y moyen. a pas le tour. Alors que si on passe uniquement par les sensations et sans forcer, sans être bloqué, elle tourne. Et en plus, c'est un outil qui est très satisfaisant. Comme Ouais, il me c'est dit, vrai. c'est de l'accent. Très agréable. Ça fait un beau réel sur les réseaux sociaux, ça. Oui. Voilà, c'est simple, c'est tout simple en fait. Il faut faire tourner la toupie dans l'axe. Ouais, ça fait travailler le Mais poignet, quoi. Lorsqu'ils ont une rigidité, et là je peux le faire avec un stylo, quand ils ont une rigidité, un poignet qui est cassé comme ceci en colle de cygne et qui n'arrive pas à écrire, il y a un stylo qui rentre dans le poignet et tout ça c'est figé. Effectivement, se dire que cette toupie, on va se concentrer dessus, on va se laisser aller sur le mouvement, sur les sensations et on va faire bouger son poignet. Forcément, là tout de suite, en passant par le jeu, par tout ce qui est ludique, on va arriver à faire sortir les enfants des situations problématiques. Incroyable. Ah, tu sais, je connaissais pas du tout ça, moi, avant de te retrouver sur ce parking. Oui. C'est génial. Le tracé des lettres, par exemple, les boucles, on travaille avec le ruban. Parce que la boucle, c'est du mouvement. Donc, à partir du moment où c'est du mouvement, on met le corps en scène, en jeu, en action, et on arrive à faire ce tracé des boucles avec le ruban en premier lieu. Incroyable. Et alors, du coup, je fais ma curieuse. Ça, Oui. c'est quoi, du coup? C'est deux feuilles avec des mains, des traces de mains. C'est le défi du piano à plat. D'accord, je montre à la caméra. Voilà, c'est ça. des traces de mains. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut On faire place les mains dans la forme? Voilà, c'est ça, j'ai perdu le mot. Exactement. Et par exemple, on va dire, alors maintenant, on va lever le doigt qui est dans l'étoile orange, 3 fois. Facile, pas de problème. Yes. Bleu, facile aussi. Allez, rouge, pas trop mal. Puis on en arrive au jaune. Ouais, je L'annulaire, vois le truc. je vous laisse faire. Donc tout en ayant la main collée. Là, c'est dur. Et là, je me suis entraînée. Et je le fais de la main gauche. Mais purée, t'as raison, j'y arrive pas. Ah, mais je crois que je vais avoir besoin de... Incroyable. C'est un entraînement. Essayez chez vous. Non, tout le monde peut y arriver. Mais c'est un entraînement. C'est-à-dire que au fur et à mesure, on y arrive de mieux en mieux. Mais t'as raison. Mais tu sais qu'on se pose pas la question, mais c'est vrai que le quatrième... Tu es droitière ou gauchère? Je suis droitière. Alors, il faut Ça a essayer un la main impact. droite. Attends, je montre un On a souvent plus de facilité à le faire de la main scriptrice, donc la main qui écrit. Oh, c'est dur. Incroyable. Même le dernier, l'auriculaire. Mais c'est un entraînement. C'est-à-dire que tout le monde est capable d'y arriver. À partir du moment où il n'y a pas de problématique motrice quand même, mais c'est un entraînement, c'est-à-dire que c'est comme les pianistes, au fur et à mesure, ils arrivent à isoler les mouvements des doigts. Oui, c'est vrai. Et pour faire du piano, pas très loin d'ici, je t'avoue que c'est pas évident, vraiment. Donc, Voilà. Ok, voilà. Donc Et là, après, les dernières choses, pardon, je te coupe. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est effectivement des stylos. C'est vrai que j'ai pas parlé des pinces aussi, qui sont super utiles pour la motricité fine. La pince.
Et du coup, j'ai des stylos qui sont des stylos ergo qui permettent une meilleure tenue de l'outil. Parce qu'alors, je le dis, hein, je vais pas me faire des amis, mais tant pis. Le pire, c'est le 4 couleurs. Arrêtez avec ce stylo 4 couleurs. Qui a une mine qui bouge. Ouais, c'est vrai. Qui est pas fixe. Qui a manche du coup, enfin un stylo qui a un diamètre très épais, dans les doigts très large, dans les mains des enfants c'est compliqué, qui n'a pas de grip, qui n'a pas du coup une texture, une matière qui permette de bien tenir le stylo. Or voilà, il n'y a rien de mieux que ces stylos là parce qu'on le voit, on les prend, clac, on les met au bon endroit, on passe et c'est parti. On peut écrire tout un tas de choses, on tient bien mieux son stylo, c'est quand même plus facile. Et surtout, ils ont un embout en plastique. D'accord. Une bille en plastique et une coulée en gel. Pas une encre qui ne coule pas de façon fluide comme les 4 couleurs ou le Bic Cristal. Oui, c'est vrai que ça peut baver et des du choses. coup, ça aide quand même à beaucoup mieux écrire. Incroyable. Ça aussi, on le dit souvent. La première chose en graphothérapie, c'est la posture. D'être bien assis, d'avoir une table. C'est pour ça que j'ai une table hop, qui monte et qui descend. Ouais. Effectivement, ça c'est génial. Vraiment un super outil. Même pour les adultes, c'est super. Oui, c'est nécessaire, hein, vraiment pour le coup. Non, c'est génial. Je sais pas sur le bon bouton. Voilà, elle monte et elle descend. Ouais. Parce que normalement, une table, elle doit être à la bonne hauteur. C'est-à-dire pour qu'on puisse écrire en dessous de la zone de poitrine. Sous la poitrine. Pour qu'on puisse avoir le coude tranquillement posé et aligné sur la table dans le sens, bien entendu, de la feuille. Ah, comme ça. Je vous défie d'écrire comme cela. Ça me rappelle des souvenirs. Comme ça. C'est vraiment le mieux. Incliné, une feuille inclinée. Dans le même sens que dans le prolongement du bras. Exactement. Donc voilà, c'est un peu tout ça la graphothérapie. Il faut que je m'arrête parce que je m'arrêterai plus. Oui, parce que je pense que tu as plein d'autres outils encore. Oui, mais même parler de graphothérapie, du coup, ça me passionne maintenant. Ouais, c'est génial. C'est génial. Cette passion, elle t'est venue en découvrant le métier au fur et à mesure. Oui. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu t'es reconvertie maintenant, que tu exerces ce métier? Eh bien, je l'exerce depuis le 1er juillet dernier. Puisque j'ai ouvert le cabinet le 1er juillet dernier, ça fait moins d'1 an, oui. Juillet 2024. C'est ça. Ok. C'est mon bébé, hein, je le dis, c'est mon très tout dernier bébé. Très sympa. Ici. Voilà, donc oui, j'ai décroché ma certification, j'ai clôturé ma formation donc avec quand même un mémoire visio, un cas d'étude, un petit patient test. Il y a tout juste 1 an. D'accord. Voilà. Ouais, donc tu es vraiment formée, calée sur ce métier depuis 1 an quand même. Oui. Voilà. Oui, j'ai repris un cycle de formation, oui. D'accord. Qui a été long, du coup presque 1 année scolaire, pas tout à fait. Actuellement accessible après un bac plus 2. Bientôt accessible au bac plus 3 uniquement. D'accord. Donc c'est bien. Ça veut dire que la profession, voilà, monte en qualité aussi. Ok. Et puis... une formation, non, vraiment ressourçante, hyper intéressante. Je peux citer le centre de formation. Bien sûr, évidemment. Donc moi, j'ai été accompagnée. J'ai fait le choix d'être accompagnée. Il y a 4 centres de formation qui se détachent, on va dire. J'étais plus attirée par le contenu de la formation Le Geste, le centre de formation Le Geste, exactement. Parce que des cours en visio. Donc moi, j'avais besoin d'interaction, pas seulement d'avoir des cours par correspondance papier. La possibilité d'être inclus dans un groupe de travail. Donc on a quand même rendu des devoirs en commun. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'on a d'autres points de vue et ça nous fait progresser. Un cas d'étude, moi j'avais besoin de concret. J'avais besoin qu'on me dise oui ou non, ce que tu fais, tu te plantes ou pas. Un mémoire vidéo à la fin, c'était important aussi, je pense. Voilà, pour moi c'était complet en tout cas. Ok. Sans parler du contenu des cours qui était très intéressant. Oui. Aucun regret. Aucun. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, oui. C'est fou comme les personnes qui vivent des reconversions comme ça. Autant le passage à l'action, le passage à l'acte de changer est extrêmement difficile. Autant une fois que c'est fait, elles se disent waouh, mais en fait, est-ce que tu te dis j'aurais peut-être dû le faire plus tôt ou
Non, c'était vraiment, ça devait arriver à ce moment-là. Oui, moi Mm. je pense que je suis plutôt dans cette philosophie-là de se dire c'est arrivé à ce moment-là parce que avant ça aurait peut-être été autre chose, C'est après autrement. C'est vrai, Non. c'est vrai. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui hésite, qui ne se sent plus à sa place et qui hésite à faire un changement professionnel? De faire une sorte d'arrêt sur image, comme je disais tout à l'heure, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Quand même, c'est ma façon de voir les choses aussi quand même. Hein. J'ai peut-être trop la tête sur les épaules, mais c'est un peu ça. C'est important, je pense quand même. Mais quand même de se poser cette question. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. On connaît la suite. C'est la phrase favorite de mon ça. mari. Et quand il y a plus de doute, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais. C'est qu'il y a des décisions qui s'imposent d'elles-mêmes. Et moi, si je peux juste transmettre un message, c'est d'oser. Oser, se challenger aussi. Parfois, ce qu'on s'imagine est loin de la réalité, de ce qui peut arriver vraiment. Il y avait une phrase comme ça, je l'ai lue sur les réseaux sociaux. Et si j'ose et que tout se passe bien. Et si. Et si. C'est vrai qu'on voit toujours le négatif. Et si ça se passait mal, mais et si ça se passait bien. C'est ça. C'est vrai. Et c'est vrai que ce podcast, cette année, j'ai vraiment envie de montrer que ça peut bien se passer et ça va bien se passer à partir du moment où on y croit. Et c'est chouette, les témoignages inspirants comme ça, qui peuvent rebooster un peu certaines personnes qui sont dans le doute, dans la difficulté, parfois qui ont des problèmes de santé à cause d'un travail. Enfin, moi, je l'ai vécu, cette perte de confiance en soi et d'estime de soi, vraiment. Je pense que je me sabotais, je me rabaissais toute seule. Ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi, exactement. Ah oui, parce que tu n'es pas ton emploi. Exactement, c'est ça. Ce n'est pas que ce qui nous détermine et qualifie. Et oui, parce qu'on s'identifie toujours. D'ailleurs, on dit à quelqu'un, quand on le rencontre pour la première fois, mais tu fais quoi dans la vie? Alors qu'en fait, exactement. On n'est pas un métier, on est un ensemble. Et on a décidé de faire ce métier pour telle et telle raison, mais on n'est pas qu'un métier. Et c'est vrai que les gens s'identifient souvent à un métier et quand ça se passe mal, du coup, quand il y a une situation de souffrance ou de burn-out, bah forcément ça a un impact sur la confiance en soi, parce que parfois vous avez des managers même qui vous rabaissent, alors que peut-être que ce métier-là, ce poste-là ne vous convient plus, mais que vous êtes quelqu'un de formidable dans un autre domaine. Et c'est vrai que la confiance en soi, c'est, je pense que c'est l'élément moteur finalement. En tout cas, c'est ce qu'on veut retrouver dans une vie. C'est ça. C'est hyper important. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es heureuse au travail? C'est une question que je pose à tous mes invités. Oui. Heureuse au travail, oui. Ouais. Beaucoup plus épanouie. Ça, c'est une certitude. Ça me donne la possibilité aussi de rencontrer des personnes multiples, les patients, les familles, mais aussi d'étendre encore plus mon réseau, de faire appel à des connaissances, de connaître de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux professionnels aussi, de découvrir ce qu'eux aussi font, travailler ensemble également. Parce que c'est souvent j'imagine, ce sont les écoles qui t'envoient des enfants, qui te recommandent. Oui, ils me recommandent, mais pas que. Effectivement, les enseignants sont parmi les premiers prescripteurs, mais il y a aussi les orthophonistes. Là, actuellement, il y a 2-3 orthophonistes qui m'envoient des patients, psychologues, les médecins ici sur la commune. Je fais partie de l'équipe des professionnels de santé de la commune, kiné, l'orthoptiste, avec qui aussi on échange pas mal, parce que voilà, ces difficultés multiples que rencontrent les patients, ces rééducations multiples en tout cas. Voilà, tous ces professionnels aussi qui maintenant sont dans mon réseau. Et c'est important le réseau, surtout quand on crée une entreprise, on est d'accord. Oui, tout à fait. Voilà, le bouche à oreille. C'est vrai. Les parents. Les journal. Oui. J'ai vu que tu avais un article dans le Midi Libre. Oui. Ça, c'est chouette aussi. Oui. Mais le réseau aussi, puisque je connais effectivement le journaliste qui a écrit. D'accord. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. Bon, en tout cas, c'est super. Du coup, je suppose que oui,
Mais c'est aussi une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être heureux au travail ou c'est juste une illusion comme beaucoup le pensent? Il y a des personnes qui se disent mais non, le travail c'est juste alimentaire, ça peut pas être une source d'épanouissement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que oui, c'est possible d'être heureux au travail. Pour moi, alors, on n'est pas dans l'utopie, hein. Bien sûr que la rémunération, c'est important, c'est ce qui permet de vivre, on est d'accord. Mais c'est tellement enrichissant aussi d'être épanoui au travail, mais ça ne peut se concrétiser, je pense aussi, que si on est bien entouré. Et moi, j'ai eu aussi la chance d'être bien entourée, d'avoir une famille, des amis, un cercle autour de moi. Ils m'ont permis de concrétiser ce projet également. Je pense qu'il y a quelque chose du cercle vertueux qui a été impulsé, voilà, quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse au travail. Oui, je sais pourquoi je me lève le matin, j'ai retrouvé du sens à ma vie professionnelle, mais ça rejaillit aussi sur ma vie personnelle. Voilà, il y a quelque chose de très positif en tout cas. Bon, c'est super, merci pour ce message Merci inspirant. Et pour finir, j'ai envie de te demander si tu as des conseils à donner aux personnes qui, comme toi, ont envie d'être plus heureuses au travail, qu'est-ce que tu leur dirais? D'analyser un peu les barrières, tous les freins que l'on se pose à soi-même, d'ailleurs, bien souvent, puisque l'entourage croit plus en nous que ce que nous, on croit en nous-mêmes. De bien analyser et de se dire, est-ce qu'on n'est pas capable de les faire sauter, finalement, ces barrières qu'on se pose à soi-même, de croire en soi, à partir du moment où, bien sûr, on a un projet réaliste et réalisable. Voilà, ça c'est le mot classique dans l'orientation pro, un projet réaliste et réalisable, c'est très important. Oui, là je suis pas dans le délire de faire n'importe quoi comme ça, d'avoir sur le coup de l'impulsivité, pas du tout. Mais tu as été accompagnée. Mais oui, l'accompagnement des personnes bienveillantes sur mon chemin, c'est sûr. Cette chance-là aussi, je les remercie. D'ailleurs, merci de me donner l'occasion de me dire que ces personnes-là, elles ont été importantes sur mon chemin aussi. Voilà, de se challenger. Pour moi, c'est important de sortir de sa zone de confort, de ne pas rester enquisté sur des situations qui ne nous conviennent plus. Ok, merci. Et si on a envie de te contacter, imaginons là, il y a des parents ou des adultes, puisque tu disais que tu accompagnes aussi des adultes. Oui. Si on a envie de te contacter, comment fait-on? Alors, il suffit d'aller sur mes pages Instagram et Facebook, c'est mes pages pro, donc Aurélie Libère ton écriture. C'est un jeu de mots, Aurélie Libère ton écriture. Aurélie Libère ton écriture. Aurélie Libère. Okay. C'est le nom du cabinet en tout cas. D'accord. Donc Facebook et Instagram, parce que c'est aussi un support sur lequel je mets pas mal d'informations sur la graphothérapie, parce qu'en dehors du cabinet, c'est aussi important de parler de graphothérapie. Moi, je rencontre des familles et des enfants, des ados qui sont dans une errance, qui ne trouvent pas de solution à leurs problématiques, parce qu'ils ne connaissent pas ce métier. C'est important de parler de graphothérapie aussi. Donc, je mettrai de toute façon tous les liens pour te contacter sous la vidéo. Voilà, par téléphone, par mail. Ok. Et donc, il ne faut pas hésiter. On est dans le sud de la France, à côté de Nîmes, dans le Gard. Bassin sud nîmois, je suis la seule. Donc, n'hésitez pas à venir me rencontrer. C'est juste là. C'est juste à côté. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'était génial. C'est fou, la vie t'amène à croiser des personnes. Ça faisait 6 ans qu'on ne s'était pas vus. Ma fille était un bébé. Et, on va pas se le dire, ça. On va pas se le dire. Non. Mais en tout cas, c'est génial. Je rencontre de plus en plus de personnes dans mon entourage, proche ou moins proche, qui font des reconversions et je trouve ça génial parce que c'est se mettre en priorité, c'est se donner l'opportunité d'être heureux et se réinventer. En tout cas, bravo pour ton parcours, pour ton courage et j'adore ce que tu fais, c'est génial. Merci beaucoup. Merci Tania.